Bonjour à tous, bienvenue dans Be My Guest. Nous sommes en live sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Periscope. Vous pouvez poser vos questions, partager et me suivre. Nous parlons 2 fois par semaine d'automobile, beaucoup d'automobile, mais aussi de mobilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de moto et pas des moindres. Nous allons parler de Harley-Davidson. Donc Harley-Davidson qui fête cette année ses 117 ans. Harley-Davidson, c'est un design, un son, un art de vivre, une philosophie, en un mot, une légende. Alors quand Harley-Davidson sort une moto 100% électrique, la Livewire, on est en droit de se demander si le succès commercial sera au rendez-vous, voire si c'est encore une Harley. Alors pour en parler, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Xavier Crépé, directeur commercial Europe d'Harley-Davidson. Bonjour Xavier, merci d'être là. Bonjour Stéphanie. Alors Xavier, je le disais, donc Harley fête ses 117 ans. C'est la plus ancienne marque de moto au monde. Elle a traversé toutes les crises, la Première Guerre mondiale, la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, etc. Quelle est la recette de son succès? Alors c'est vrai que 117 ans, c'est une histoire qui est très très longue et qui continue depuis 1903. Donc cela a commencé en effet souvent comme aux États-Unis par des ingénieurs ou des gens qui ont des idées, qui se retrouvent dans un petit garage, dans un petit abri de bois et qui ont une idée qui est plus personnelle au début, qui tourne autour d'un loisir. Et c'était le cas de William Harley et Arthur Davidson, qui en 1903 ont eu cette idée de mettre un bloc moteur dans un cadre de vélo. Et d'ailleurs, ça a commencé avec un point commun avec la France, parce que le premier bloc moteur qu'ils ont décidé de mettre dans le cadre de ce vélo était un monocylindre de Dion Bouton, donc français, ingénieur français. Alors, pas très puissant, mais c'était déjà leur première expérience pour motoriser un vélo. Et à partir de ça… Pardon ? Cocorico. Cocorico. Donc, on est vraiment lié, je dirais, à la légende d'Harley-Davidson. Donc, on a de quoi en être fier. Et puis, c'est de ce loisir, il y a eu un intérêt croissant pour ces motos. Donc, de 3 unités la première année, ils ont doublé la deuxième. Et puis, très rapidement, quand c'est devenu une affaire plus commerciale, ils ont compris qu'il y avait un fort intérêt à se lancer dans la compétition. La compétition, à l'époque, était vraiment vecteur de communication. Le fait de remporter une course, un week-end, garantissait les ventes pour les semaines à venir pour l'ensemble du réseau de concessionnaires. Alors, les courses ont commencé à partir de quelle année? Les courses, dès l'année 1905, 1906. Il y en a une, notamment une année particulière qui est l'année 1908, où Walter Davidson, donc au début on a parlé de William Harley et de Arthur Davidson, mais vite il y a d'autres frères et membres de la famille Davidson qui sont venus. Donc c'est comme ça que le nom Harley-Davidson est né, de la fusion des 2 familles. Mais en 1908, il y a Walter Davidson qui a fait une course donc à New York, la New York Catskill Mountain Race, qui lui a permis d'arriver premier devant 62 participants. Donc ça a été un vecteur d'image et de succès commercial très très rapidement. Et le week-end d'après, il y avait une autre course qui était le Economic Run Race à Long Island, donc toujours dans les environs de New York, où il fallait faire le plus de miles possible avec un gallon. Et là, la Harley-Davidson, la Silent Grey Fellow, qui était la moto personnelle de Walter Davidson, a découvert 188 miles et donc avait gagné haut la main cette course. Alors, on le disait là tout à l'heure, c'est une success story américaine qui démarre dans un petit garage, mais alors très vite, ils s'agrandissent et ils construisent l'usine dans laquelle on fabrique toujours les Harley-Davidson aujourd'hui à Milwaukee. Alors, en effet, tout a commencé à Milwaukee, donc au bord du lac Michigan, dans le Wisconsin. Donc très rapidement, quand ils ont voulu un peu industrialiser et passer à des séries de quelques dizaines de motos, ils se sont installés donc à Juneau Avenue. Alors aujourd'hui, c'est devenu le siège mondial de Harley-Davidson. Alors là, on voit le garage d'origine en 1903. Voilà. Et donc ça, l'usine. L'usine. Donc on a conservé aujourd'hui, bien sûr, les briques et un petit peu l'esprit,
Maintenant, ce sont plus des bureaux. Alors, il y a toujours une usine à côté de Milwaukee qui fabrique les moteurs de Harley-Davidson. Et après, on a une usine principale qui est à York, en Pennsylvanie. Alors, alors effectivement, ils ont tout de suite connu un grand succès grâce aux courses et tout ça, mais ce qui leur a permis en fait de survivre aux crises et notamment aux 2 guerres mondiales, ce sont les commandes de l'armée américaine. Oui, donc c'est vrai que quand les États-Unis sont entrés en guerre, rapidement, Harley-Davidson a été sollicité pour fournir des motos, et sur la Première Guerre mondiale, plus d'un tiers de la production a été dédié à l'effort militaire. Donc, ce sont près de 20 000 motos qui ont été produites à l'époque. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a un modèle qui est la WLA, A pour Army, qui a été créé. Donc c'était une moto de 750 cm3, 3 rapports. D'ailleurs, il y avait une petite particularité, c'est qu'on a dû changer la poignée d'accélérateur pour la mettre du côté droit au côté gauche. Cela permettait pour le motard de saluer ses officiers, mais aussi de tenir son fusil, que vous voyez. Donc, il pouvait circuler la moto tout en dégainant. Donc, c'est assez la particularité. Donc, et là, pour la Deuxième Guerre mondiale, ce sont près de 90 000 motos qui ont été produites. Ah oui, c'est énorme. Oui, et qui ont été envoyées en Europe, mais pas qu'en Europe. Il y a eu près de 30 000 modèles qui ont été aussi alloués à la Russie. Et on en a aussi retrouvé en Afrique du Sud, au Royaume-Uni. Donc tout ça pour participer à l'effort de guerre et de libération. Et d'ailleurs, cette moto avait le nom de Liberator. Donc déjà, la notion de liberté derrière Harley, elle vient en partie de cette ère militaire qui est très forte. Alors, le Harley-Davidson, je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement un mode de déplacement, c'est aussi une communauté, une philosophie, un art de vivre. Comment vous expliquez ça en fait, tout cet engouement autour de la marque et la fidélité et l'engagement des clients? Donc, dès les premières années, le fait de découvrir, de pouvoir motoriser un vélo, ce qui est devenu au début une petite moto, très rapidement, il y a des clubs indépendants qui se sont créés, d'abord de garçons, puis aussi de femmes. On a vu des premiers clubs de femmes motocyclistes se faire dans les années 30, voire 40, donc notamment le Motomaids Club, où faire de la moto devenait l'un des loisirs les plus amusants et excitants du moment. Donc petit à petit, ces clubs se sont multipliés. C'était plutôt des groupes d'amis. Et puis, en 1983, la marque, par contre, a décidé de lancer son propre club officiel de marque, donc le HOG, le Harley Owners Group, qui compte aujourd'hui près de 1 million de membres dans le monde. Donc, bien sûr, dans chacun des pays. Donc ça, c'est au niveau de chaque pays, il y a un représentant du HOG, et même au niveau des concessions, donc ils sont de l'ordre de 1500, le club a son entité rattachée à la concession, que l'on appelle chapter. Donc c'est assez organisé, il y a la marque qui gère ça au niveau mondial, et ensuite il y a chaque concession qui gère ça au niveau local. Donc c'est vraiment une marque qui vit en permanence, au quotidien, aux 4 coins du globe, au niveau de chaque concession, avec des clients bénévoles très, très engagés. Et voilà ce que je pense nos clients adorent, c'est justement cette vie permanente et le fait de se retrouver, le fait de se faire plaisir. D'ailleurs, l'un des slogans du HOG, c'est Ride and Have Fun, donc c'est rouler et faites-vous plaisir. Et ce que font en permanence ces millions de membres aujourd'hui aux 4 coins du monde. D'accord, donc là on voit effectivement des événements qui sont organisés par le HOG pour les clients. Là c'est la fameuse semaine à Daytona. Combien de participants à cet événement? Alors c'est vrai que l'événementiel est très prégnant chez Harley-Davidson. On a notre plus gros événement qui est à Sturgis, dans le Dakota du Sud, où là ce sont près de 500 000 bikers qui viennent tous les ans au mois d'août. Donc, il y a la terre tremble un petit peu. Après, il y a d'autres événements comme Daytona en Floride, où là, c'est près de 100 000 bikers. On a aussi nos événements en Europe. On a celui de Fakese en Autriche,
qui est l'European Bike Week, où il y a près de 100 000 bikers. Et puis après, on a aussi nos propres événements en France avec Morzine Harley Days, donc dans les Alpes, de l'association de Morzine, tous les mois de juillet. Donc ça, c'est une année sur deux. On a près de 80 000 personnes. Et puis l'Eurofestival à Port-Grimaud, où ce sont à peu près 50 à 60 000 personnes. Donc la marque, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent se targuer d'organiser de tels événements avec autant de personnes. Chaque événement est une occasion de sortir sa moto, de rouler et puis de vivre sa passion pour la marque. Et puis là, on retrouve tout l'univers de la marque que les gens aiment. Ce sont des motos customisées, c'est de la musique, ce sont des bonnes soirées et puis aussi des balades autour de la région. Donc, ce sont des motos customisées, effectivement. Donc, les motos sont customisables. Il y a plein d'accessoires que vous pouvez, Harley Davidson, que vous pouvez ajouter à votre moto pour la rendre absolument unique. C'est vrai sur tous les modèles? C'est vrai sur tous les modèles, y compris sur la moto électrique là qu'on vient de lancer. Harley Davidson est vraiment la marque de la liberté, des possibilités. Donc, on a des gens, des clients et des concessionnaires qui sont très, très créatifs. D'ailleurs, ça a commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand toutes ces motos, en fait, ont été démilitarisées. En France, elles ont été aussi vendues à coût assez bas par les domaines. Et là, il y a plein de gens, enfin des civils, mais aussi des militaires qui sont revenus dans leur pays ou chez eux, qui ont commencé à se lancer dans la customisation de leur moto. Et c'est vraiment devenu un phénomène pas de mode, mais vraiment une activité en soi. Et beaucoup de clients ont souhaité customiser la moto pour en faire leur propre reflet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se promène dans la rue, il y a vraiment deux Harley Davidson qui soient uniques. Chacun reflète, entre guillemets, le goût et le caractère de son propriétaire. Alors, quand on pense à Harley Davidson, on pense aussi à une tenue vestimentaire. Il y a aussi un look qui va avec la marque. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais aux États-Unis, c'est très, très présent. Donc là, donc sur la photo que vous montrez, c'est un peu les signes distinctifs des membres du HOG, donc de ce club de marque dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils sont tous très, très fiers. C'est vrai que chaque client est un ambassadeur. Il sort avec sa moto, il est habillé de la tête aux pieds en Harley Davidson. Entre guillemets, sa jaquette montre son appartenance au club. Il y a même pour les plus passionnés, les plus engagés, il y a le Life Membership, donc être membre à vie. Donc ça désigne vraiment des différents niveaux d'engagement dans la marque. Et entre guillemets, quand vous voyez la jaquette de face ou de dos, vous avez un petit peu de la biographie du client, tous les voyages qu'il a pu faire. Et c'est vraiment des gens qui adorent le voyage, qui voyagent dans le monde entier avec leur monture. Et voilà, ce sont vraiment des passionnés. Et c'est vrai que là, vous parliez aussi de la partie vestimentaire. Faut pas oublier qu'Harley Davidson est bien plus qu'une marque de moto. On est même une marque lifestyle où on arrive à s'introduire chez les gens, que ça aille du paillasson à la table de billard, au jukebox, mais aussi aux vêtements. Donc, on a bien sûr tous les vêtements pour faire de la moto, mais on a aussi ceux pour s'habiller au quotidien, que ce soit pour les hommes, les femmes, les enfants. On a d'ailleurs, c'est aussi une fierté, on a l'une des arrière-petite-fille de l'un des fondateurs, donc Karen Davidson, qui s'occupe de la gamme de vêtements dans la marque, et encore aujourd'hui. Donc, on a vraiment des collections tout au long de l'année qui sont renouvelées et présentées. Donc là, vous voyez quelques exemples. Voilà, donc il y a de quoi habiller en effet toute une famille tout au long de l'année. Alors, il faut dire aussi que la marque a bénéficié d'ambassadeurs absolument extraordinaires. Je pense notamment à Elvis. Mm-hmm. Bon, il y a eu aussi… Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, donc Elvis Presley, en effet, qui a eu de nombreuses Harley Davidson. Donc, il a été un très, très bon ambassadeur pour nous. Chaque personne, c'était déjà un influenceur à l'époque, donc sans avoir les réseaux sociaux, il était quand même mondialement connu.
D'ailleurs, la moto que vous montrez, je crois que c'est cette moto-là qui s'est vendue récemment aux enchères pour près de 800 000 $. Donc, c'est dire la cote à la fois de la moto et de l'icône qu'il a eu. Et puis après, on a eu aussi notre propre Elvis, Johnny Hallyday, en France, qui a fait aussi un travail incroyable pour la marque. Bon, il a disparu il y a peu de temps, en 2017, mais pour nous, il a vraiment contribué au succès de la marque. Donc, en étant rocker, en étant un grand fan des États-Unis, donc l'association a été vraiment magique pour nous. Il nous a beaucoup aidé à développer la marque sur le territoire français. Il y a eu Marlon Brando également. Marlon Brando. Donc c'est vrai que là, on voit un petit peu toute la filmographie qui a mis en scène des acteurs très très connus, mais aussi d'Harley Davidson. Donc il y a aussi le fameux film Easy Rider en 1969 avec Peter Fonda et Dennis Hopper. Donc là, vous voyez le style de moto customisé. Donc ce sont des choppers très connus, très iconiques. On a aussi eu un film plus récemment, dans les années 90, avec Terminator, donc de James Cameron et Arnold Schwarzenegger, qui a fait connaître le modèle Fat Boy, un modèle aussi iconique de la gamme. Et plus dernièrement, il y a eu la série des Marvel avec Captain America et les Avengers, qui étaient des vitrines choisies par la marque pour montrer les nouveaux futurs Harley Davidson à venir. Alors, la Fat Boy que l'on voit ici, ça c'est la série 30e anniversaire. Oui, donc on a fêté cette année les 30 ans de ce modèle iconique, Fat Boy, voilà, dans sa robe noire. Donc aussi l'une des meilleures ventes de la marque et qui fait partie de la famille Softail qui a été lancée au milieu des années 1980. Alors, je disais en introduction tout à l'heure que Harley Davidson, c'est un design, c'est aussi un son. Alors, si vous permettez, on va regarder une vidéo et écouter le bruit tellement caractéristique du moteur d'une Harley. On reconnaît entre mille. Alors là, plus de son, mais quelques images. Donc là, je vais couper. Et donc là maintenant, c'est quand même le sujet du live d'aujourd'hui. On passe à l'électrique. Alors, on peut être très surpris, on peut être dubitatif aussi. Alors, effectivement, lorsqu'on vient d'entendre le son de cette Harley à moteur thermique et qu'on entend ça, c'est différent. Alors Xavier, c'est pas pareil, c'est fini le potato du pot d'échappement. On a perdu ce son. Est-ce que c'est un véritable handicap pour la moto? Alors, c'est un son qui est nouveau du fait de la nouvelle motorisation. Donc, c'est sûr que par rapport au V-twin thermique qui existe depuis 1909 et qui a évolué au travers de 10 générations de moteurs, le moteur électrique est tout à fait différent. On n'a plus les cylindres, c'est un autre bloc moteur. Donc forcément, le bruit va être différent. Mais il y a un bruit qui est unique, qui est celui d'une turbine d'avion de chasse à l'accélération. Et quelque part, c'est l'une des signatures de la marque Harley Davidson. C'est, vous le disiez en introduction, Harley Davidson est connu pour son triptyque, le design, le son, les sensations. Donc, ça reste avant tout une Harley Davidson. Donc, du fait de la motorisation, en effet, on ne peut pas reproduire le bruit du fameux potato que vous mentionnez tout à l'heure, mais ce son est unique, le design, il est là, et je vous garantis que pour toutes les personnes qui l'ont essayé,
les sensations le sont aussi. Donc, c'est une véritable Harley-Davidson. Alors, je rassure tout le monde, il s'agit d'une extension de la gamme. Il ne s'agit pas de remplacer les 36 modèles que nous avons aujourd'hui par que des motos électriques. Mais je pense que tout le monde est conscient que le monde autour de nous évolue. Il y a des nouvelles normes environnementales. On voit dans le secteur de l'auto, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Rien qu'en France, le marché a cru de 37% l'an dernier. Donc, on voit toutes les marques automobiles, même les plus iconiques, proposer des modèles électriques. Donc, ce soit des marques italiennes ou allemandes du côté de Stuttgart. Donc, elles aussi, quelque part, elles doivent faire face, je dirais, à cet environnement qui change. Mais la clé là-dedans, je dirais, du succès, c'est de vraiment s'assurer qu'on reste sur notre ADN pour voilà, que la moto reste avant tout une Harley-Davidson. Alors, chez Pierre-Yves, elle est jolie, mais c'est une Harley discrète. C'est sûr qu'on n'entend pas arriver. Ou alors, est-ce que on peut dire que le son de l'électrique est unique aussi, est propre à Harley? Donc, par définition, un moteur électrique, il est silencieux. Maintenant, étant Harley-Davidson et ayant toujours été connu et reconnu pour une signature sonore, on a veillé à ce qu'il y ait un bruit. Alors, c'est sûr, à l'arrêt, il ne fait pas de bruit. Par contre, quand le motard est sur la Harley-Davidson électrique, il ressent un battement, une sorte de pulsation quasiment qui ressemble à un battement de cœur. Il sait que la moto est active, est en marche. Et dès l'accélération, plus on accélère, plus il y a le son de la turbine qui augmente. Et c'est aussi pareil à la décélération. Il y a la régénération du frein moteur qui fait un bruit aussi prégnant. Donc, voilà, c'est une signature sonore et qui permet aussi un peu de prévenir les passants, les piétons dans la rue qu'il y a une moto qui arrive. Alors, cette moto électrique a combien d'autonomie? Alors, en mode urbain, parce que c'est avant tout son but premier, tous les clients qui ont commencé à l'acheter sont plutôt des gens qui l'utilisent pour la semaine ou en milieu urbain ou périurbain. Aujourd'hui, elle a 225 km d'autonomie en mode urbain. Et quand on passe en mode mixte, on est à peu près à 153. Mais ça peut paraître peu, mais en même temps, quand vous regardez la moyenne effectuée par des gens au quotidien pour aller au travail, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le confinement, on fait très très peu de kilomètres, mais en gros, la moyenne quotidienne, c'est une quarantaine de kilomètres. Donc avec 153 kilomètres, on arrive à faire plusieurs allers-retours. Et puis après, c'est une moto que l'on recharge comme son téléphone portable la nuit. Il faut un cycle de 6 à 7 heures. Après, pour les plus pressés, il y a toujours un cycle rapide qui est possible où en 40 minutes, on a 80% de recharge. Alors, est-ce que c'est une deuxième moto généralement? Ça dépend. Un véhicule électrique en deuxième véhicule, est-ce que c'est une deuxième moto dans un foyer? Alors, c'est possible. On a vu un certain nombre de nos clients, quand on avait amené le prototype en 2014, on voulait justement avoir leur réaction par rapport à cet exercice de style que nous faisions. Donc certains sont revenus de leur essai avec le sourire jusqu'aux oreilles en disant il me la faut absolument en deuxième moto. Donc bien sûr, ils gardent leur moto thermique, leur V-twin, donc traditionnelle pour les longues sorties du week-end, mais vous voyez tout à fait avoir cette moto-là pour ce qu'on appelle le commuting donc quotidien. Alors, est-ce que c'est une moto de bobo parisien ou c'est une moto de biker? Alors, aujourd'hui, quand on voit les premières ventes sur la France, donc, bien sûr, ça se concentre sur les grandes métropoles, Paris, mais pas que Paris. On a aussi la Côte d'Azur, on a les métropoles comme Bordeaux, Lyon, Nantes. On a affaire à des gens qui adorent, bien sûr, la moto, qui sont déjà assez axés sur l'environnement, donc tout ce qui est motorisation électrique. Il n'est pas rare qu'ils aient déjà dans leur garage une voiture électrique ou hybride. Donc, je pense qu'ils sont assez déjà sur le chemin de l'électrification de leurs moyens de locomotion. Après, ce sont des gens qui adorent aussi la marque, l'objet, qui est beau à regarder et qui procure des sensations assez uniques. Il ne faut pas oublier qu'il y a une forte accélération où la moto va de 0 à 100 en 2 secondes 8. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Il y a un couple de 116 Nm qui est très, très, très fort. Donc, on peut être écologique, entre guillemets, dans son utilisation.
ne pas faire de bruit, mais en même temps avoir du plaisir à la prendre. C'est une moto urbaine, agile, maniable, et donc qui répond tout à fait à ces besoins de gens urbains. Alors, on a parlé du marché français. Est-ce qu'elle elle reçoit un très bon accueil aux États-Unis également? Parce que quand même, là, on a des puristes aux États-Unis. On a des puristes. Oui, alors on a des puristes, bien évidemment, mais on a aussi, c'est aussi un pays qui est très en avant sur la motorisation électrique. Il y a des marques automobiles comme Tesla pour la nommer. Il y a des États qui sont très en avance, comme l'État de Californie, qui a des normes anti-pollution drastiques et qui vraiment incite les gens à passer électrique le plus vite possible. Donc, bon, je dirais que ça va varier selon les États, selon leur degré de maturité par rapport à cette thématique. Mais aux États-Unis, oui. Donc, c'est assez entre guillemets équilibré entre les pros électriques et les non électriques qui veulent encore rester sur le modo traditionnel, mais qui a encore de beaux jours dans la marque Harley-Davidson. Alors, cette moto a quand même quelque chose de particulier. Elle est connectée. Oui. Ça, c'est quand même une innovation très intéressante. Donc, c'est notre première moto connectée. Donc, il y a un lien entre le propriétaire et la moto au travers du tableau de bord, mais aussi au travers de son téléphone portable. Donc, il y a une application qui a été développée qui s'appelle HD Connect et qui permet au propriétaire de savoir en permanence où elle est localisée. Donc ça, c'est pour lutter contre le vol. Cette application lui permet aussi de savoir l'autonomie restante, quel est l'intervalle d'ici la prochaine recharge, révision. Voilà, il y a aussi, on parlait de customisation tout à l'heure, il y a 7 modes de customisation pour la moto électrique. Donc, il y a des configurations standards, donc sport, mode de pluie, mode donc urbain ou route mixte. Mais après, le client ou la cliente peut tout à fait, sur son portable, voilà, décider des paramètres sur l'autonomie, la gestion de la motricité, etc. Donc, il y a une possibilité de customisation aussi sur cette moto. D'accord. Alors, cette moto, elle est disponible à la vente, j'imagine. Alors, elle est sortie en janvier 2020. Elle est déjà disponible à la vente en France. Oui. Donc, elle est disponible donc, à la vente donc, dans le réseau français, donc dans une partie du réseau français. Pour l'instant, sur les 60 concessionnaires qu'il y a en France, il y a 13 concessions qui distribuent cette moto-là en exclusivité. Après, notre plan de développement, c'est bien sûr d'ouvrir de nouvelles concessions pour distribuer cette moto LiveWire. Alors, vous nous avez rassuré tout à l'heure en nous disant qu'il y avait toujours le thermique, que c'était un élargissement de la gamme, etc. Malgré tout, c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance, avec toutes ces normes, on voit les constructeurs qui se dirigent vers le 100% électrique. Est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin, j'ai envie de dire, hein, pour le thermique, en tout cas, pas pour Harley. Donc ça, il faudrait poser la question, je dirais, à nos politiques qui établissent le plan de marche. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, on est en plus une région qui est assez proactive, qui a de fortes ambitions pour diminuer la pollution en dioxyde de carbone, mais aussi parfois sonore. On voit certaines initiatives prises par des maires sur le niveau sonore aussi dans des villes. Ils veulent que ça devienne des villes piétonnes et silencieuses. Donc, on est obligé, en tant que marque responsable, de regarder cette évolution-là et de venir avec des produits qui y répondent. Parce que, et là, on a vraiment des dates couperées, des échéances qui arrivent à grande vitesse, qui nous obligent, que ce soit Harley-Davidson ou n'importe quelle autre marque, à respecter ces échéances, sans quoi demain, on pourrait avoir la problématique de ne plus pouvoir vendre nos modèles. Donc, c'est un peu une épée de Damoclès, je dirais, sur nous, comme tous les autres grands constructeurs généralistes ou de gamme de ce monde. C'est d'assurer qu'on soit au rendez-vous avec, bien sûr, la moto qui continue à plaire et à faire rêver nos clients, qui reste sur l'ADN de la marque, tout en respectant ces normes assez drastiques où chaque échéance se rapproche année après année. Donc, c'est vraiment un exercice de style compliqué, qui nécessite beaucoup d'efforts en recherche et développement. Et voilà, donc on essaie de faire au mieux et d'être là à chaque rendez-vous.
Mais c'est clair que le rôle du normatif et des normes a une forte influence sur l'évolution des marques. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer également vers l'hydrogène? Alors, Davidson. Aujourd'hui, on n'a pas de projet dans l'hydrogène. C'est sûr que c'est une solution que d'autres marques ou constructeurs auto ou d'autres véhicules de locomotion regardent. C'est sans doute d'ailleurs la solution qui serait la plus propre, notamment si on la compare à l'électrique dans sa globalité. Mais aujourd'hui, bon, on n'a pas de projet dans ce sens. Déjà, au niveau d'électrique, il faut dire que au niveau de la moto, et notamment de notre segment, qui est le segment des hautes cylindrées, le marché est encore tout petit. Il est encore embryonnaire. Donc, Harley-Davidson a souhaité voir ce que pouvait donner une Harley-Davidson électrique. Maintenant, la technologie évolue à grande vitesse, les normes évoluent à grande vitesse, mais également le segment, pour l'instant, il est tout petit. Donc, pour vous donner un exemple, en France, l'année dernière, il s'est vendu à peine 1 millier de motos, donc dans le segment dans le segment général. Donc, vous voyez, il y a d'un point de vue industrialisation, d'un point de vue part de marché, d'un point de vue demande, c'est encore très très limité. Donc, Harley-Davidson est le premier constructeur à proposer une moto finie. Maintenant, voilà, on va pas dire que c'est aujourd'hui là qu'on va faire nos volumes de vente, mais on est prêt avec une belle moto finie et qui commence à trouver sa clientèle. Alors, pour les puristes qui sont inquiets de l'évolution d'Harley-Davidson avec la sortie de la LiveWire, qu'ils se rassurent, vous allez sortir dans très peu de temps la Panamerica. Donc, alors, je ne sais pas si cette moto-là continuera entre guillemets, d'être sur le territoire des puristes qui ont acheté leur Harley il y a quelques années, mais ça fait partie de l'évolution de la marque. Et s'il n'y a pas d'évolution et d'innovation dans une marque, il y a des chances qu'elle prenne des risques de disparaître. Donc, l'innovation a toujours été au cœur de la marque Harley-Davidson. D'ailleurs, dans les années 2001, on avait innové en lançant le premier bloc à refroidissement liquide. Donc là aussi, on avait un petit peu perturbé les puristes en développant un moteur avec Porsche, donc à haute performance. Mais le comportement, les caractéristiques, le bruit, déjà à l'époque, changeaient, ainsi que le design qui était assez futuriste. Donc là, mais entre guillemets, les puristes ne sont pas reconnus dans cette moto-là, mais cette moto a permis d'élargir la marque à de nouveaux clients qui ne seraient peut-être pas venus à la marque avec les modèles traditionnels et qui sont venus avec le V-Rod à l'époque. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait avec l'électrique, ce qu'on va faire demain avec Panamerica, donc qui est le premier trail adventure de la marque, c'est vraiment d'ouvrir la marque à des gens qui seraient passionnés, qui voudraient vraiment un véhicule performant et unique en son genre, qui permettrait aux clients Harley-Davidson qui font beaucoup de touring sur la route de commencer à découvrir le touring off-road, donc en dehors de la route, avec une moto qui représente la légende Harley-Davidson. Donc, ce modèle doit sortir quand sur le marché français? Donc, il est attendu sur le début d'année 2021. Voilà, donc on y met vraiment de grands espoirs. Ce modèle arrive sur un marché qui est l'un des plus importants en France et en Europe et qui est encore en croissance. Donc pour nous, c'est vraiment une aubaine. Nous étions jusqu'à présent cantonnés sur deux segments qui étaient celui du touring, de la moto touring à l'américaine et puis du custom. Donc avec cette intégration, pénétration dans un nouveau segment, voilà, on espère vraiment amener un beau produit et on espère vraiment que voilà, ça c'est le début d'une nouvelle aventure pour la marque Harley-Davidson. Écoutez, on souhaite que cette belle aventure continue encore très très longtemps. Andy Palmer, l'ancien patron d'Aston Martin, disait à propos de l'évolution d'Aston Martin vers l'électrique que tant qu'il y aurait des clients pour du thermique, il ferait du thermique. J'imagine que c'est également la philosophie d'Harley-Davidson. Oui, absolument. C'est ce moteur V-twin thermique de 1909. On le chouchoute depuis le début, il évolue, il se bonifie.
Aujourd'hui, c'est encore notre cœur des ventes. Ces motos qu'on a montrées comme la Lavoyeur et puis Panamérica, ce sont deux nouveaux modèles parmi 35-36 qui ont encore un moteur thermique. Donc, il y a encore de très, très beaux jours devant. Et tant qu'on peut développer ce moteur-là et répondre aux nouvelles normes, on fera tout pour que ces motos de la gamme Softail, Touring, Sportster continuent de vivre et d'avoir de beaux jours devant elles. Écoutez, on vous le souhaite, on le souhaite à la marque aussi parce que c'est une très belle marque avec tout ce qui va avec autour, la communauté, l'art de vivre. Je parlais tout à l'heure de philosophie, hein, donc la liberté, l'esprit rebelle aussi. Donc merci beaucoup Xavier d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi sur Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et Periscope. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.